Les expulsés de Brazzaville s'empirent du jour au lendemain. Le gouvernement censé les protéger ne semble pas être à la hauteur. À Minova, la justice militaire a acquitté la quasi-totalité des soldats FARDC accusés de viols massifs. Antenna, le journal Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal à antenne à télévision. Journal qui reçoit pour vous Madame Marie-Madeleine Andeka, vice-présidente du cadre de concertation nationale de la société civile, à qui je dis bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Alors d'abord l'actualité, vous le savez, le secrétaire d'État américain John Kerry a passé 48 heures sur notre sol, il s'en est allé, mais les réactions fusent, notamment du côté de l'opposition politique, dont les acteurs pensent que le Congo-Kinshasa pourra passer une belle expérience en 2016 quant aux élections pour vivre une alternance. Suivez les réactions des uns des autres au micro de Alain Kiouka. Pour l'opposition politique en RDC, le message délivré par le secrétaire d'État américain au président Joseph Kabila est net, clair, direct et précis. Il n'y a pas lieu de spéculer là-dessus. 2016 va sonner l'alternance politique. Notre lecture, c'est que John Kerry a raison, parce qu'elle a fait une lecture parfaitement fidèle de la Constitution. La Constitution interdit de faire plus de 2 mandats. Donc les 2 mandats doivent être respectés. C'est-à-dire, le président actuel ne doit plus se représenter aux prochaines élections. Et encore, c'est lui qui a enfoncé le clou, c'est pas nous. C'est le ministre Lambert Mende, qui est porte-parole du gouvernement. Lui-même, sur une émission sur TV5, il a dit qu'en 2016, il y aura un sortant et un entrant. Il y aura une remise-reprise. Et que le président actuel ne va pas se représenter. Il l'a dit avant même l'arrivée de John Kerry. John Kerry ne vient que corroborer ce qui a été dit et il vient confirmer. Donc la Constitution le dit et je pense très profondément que c'est les souhaits de l'ensemble de nos compatriotes de voir que les élections en 2016 soient d'abord libres et transparentes, premier point, et deuxième point, de voir de nouvelles têtes. Chaque politique a besoin d'une alternance. De toute façon, à l'avis de certains analystes et esprits bien avertis, la République démocratique du Congo, qui est un pays souverain, va certainement prendre les avis de John Kerry comme de simples conseils et suggestions et non une obligation. Mais aujourd'hui, la souveraineté, pas en termes de se recroqueviller, la souveraineté, c'est en termes de responsabilité. Beaucoup de conflits africains sont des conflits liés aux questions politiques, aux questions de la gouvernance. Et lorsqu'il y a le feu, la paix et la sécurité internationale sont gravement compromises. Donc vous pouvez analyser tous les conflits africains, ce sont des conflits d'abord de conflits internes, mais qui posent énormément de problèmes à la conscience. Ce qui se passe au Soudan aujourd'hui, est-ce que c'est un problème interne au Soudan? Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, qui a amené mort, est-ce que ça concerne les Ivoiriens? Ce qui se passe chez nous depuis 1960, aujourd'hui il y a la MONUSCO, la brigade internationale. Donc il ne faut pas se cacher derrière la problématique de la souveraineté. La souveraineté aujourd'hui, c'est le droit de travailler ensemble pour la paix et la sécurité internationale. D'abord, ce n'est pas la volonté du peuple congolais de modifier la Constitution. Pourquoi la majorité insiste tant pour modifier la Constitution? Pour quelle raison? Pour quel intérêt? L'intérêt des Congolais ou l'intérêt d'une petite minorité? La démocratie, c'est aussi le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. En d'autres termes, le peuple congolais a le droit de disposer de lui-même. En tout cas, les dés ne sont pas encore jetés, les jeux ne sont pas encore faits, et le sort de Joseph Kabila en 2016 n'est pas encore scellé. Du reste, il n'a pas encore dit son dernier mot. En substance, le secrétaire d'État américain John Kerry à Kinshasa a salué l'embellie de la paix de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et puisqu'on y est, au Nord Kivu, la justice militaire a acquitté ce lundi 5 mai 2014 la quasi-totalité des soldats FARDC autrefois accusés de viols massifs commis en novembre 2012 à Minova notamment, dans la partie orientale, c'est-à-dire au nord Kivu. Le détail avec notre correspondant sur place à Goma, Christian Irengue. Suivez. Après 6 mois de procès hardis, c'est exactement ce lundi 5 mai 2014 que le verdict vient de tomber dans ce procès contre plusieurs militaires des FARDC accusés de pillages et viols à Minova, une localité du sud Kivu située à la frontière avec le nord Kivu. Ce fait s'était déroulé en novembre 2012
pendant que les éléments des forces loyalistes quittaient la ville au moment où les éléments du M23 marchaient sur Goma. 13 officiers ont été acquittés, 26 éléments condamnés, parmi eux 25 militaires radiés des FARDC, signalant que la peine varie entre 10 ans de prison ferme et la perpétuité. Des militaires seulement ont été condamnés pour viol, situation qui a été décriée par les partis civils et les organisations non gouvernementales des droits de l'homme et de la lutte contre les viols qui pensent que la peine devrait aller au-delà de la décision prise. Goma, Christian Irengue, Antenne A. Alors, je reviens à vous, madame, encore une fois, bonsoir. Maman Marie-Madeleine Andeka. Je voudrais savoir, demain va s'ouvrir ici à Kinshasa un atelier qui va regrouper plusieurs structures, dont le mécanisme national de suivi, parce que le pays avait ratifié à l'accord cadre. Qui vont y prendre part d'abord cet atelier? Merci, monsieur, pour votre question. Demain, il est question d'un atelier multi-acteurs en rapport avec la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous êtes sans ignorer que le pays, comme vous venez de le dire, avait souscrit aux engagements, 6 engagements particulièrement, et c'est par rapport à la mise en œuvre de ces 6 engagements que les parties en présence ici au pays, les parties prenantes à l'accord, vont se réunir pour essayer d'élaborer les critères de suivi et d'élaborer les indicateurs pour un meilleur suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre. Il s'agit du gouvernement, évidemment, et particulièrement du mécanisme national de suivi pour la mise en œuvre de l'accord cadre. Il s'agit des partenaires techniques et financiers et il s'agit de la société civile. Et prenons exactement cette catégorie de la société civile. Quel sera votre rapport particulier par rapport à cet atelier? Ok. La société civile, nous ne dirons pas que nous sommes les représentants du peuple, c'est les parlementaires, mais au moins nous sommes l'œil de la base. Et nous associer à ce genre de réflexion et à ce genre de travail, c'est recueillir à la base les priorités et les desiderata de la base. Tenez, il y a dans cet atelier tous les représentants de la société civile qui sont venus de toutes les provinces de notre pays. Donc, cette partie, cette catégorie des acteurs ne peuvent pas être mis de côté parce qu'ils représentent ou elles représentent les aspirations profondes de la base. Et justement, l'atelier durera combien de temps? Et puis, que comptez-vous faire juste après cet atelier? Parce que le pays est vaste, il n'y a pas que Kinshasa. L'atelier va du 6 au 9. Et que comptons-nous faire en tant que société civile? Puisque nous sommes dans un processus avec tous les partenaires, nous avons déjà commencé à faire la vulgarisation au niveau de la base. Il y a 1 semaine et demie, il y avait des missions qui sont descendues à l'intérieur du pays, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, pour faire la vulgarisation sur l'accord cadre et sur la tenue de l'atelier. Après l'atelier, on aura encore d'autres missions qui vont aller rendre compte de ce qui a été fait. Et après avoir rendu compte et recueillir encore d'autres avis avec les outils que nous allons sortir de cet atelier, nous allons avoir des enrichissements par ces ateliers de restitution et les autres vont ajouter leurs desiderata et à la fin nous aurons un grand atelier de validation qui va impliquer encore tout le monde. Et je crois que la meilleure manière de l'appropriation de l'accord cadre, c'est vraiment que la population s'approprie les engagements et la population surveille la mise en œuvre de ces engagements. Merci, je vous garde un moment et puis nous prenons la direction du Grand Hôtel Kinshasa dans la commune de la Gombe où la formation organisée à l'intention de 1500 femmes subventionnée par Coca-Cola International a été clôturée ce lundi 5 mai 2014. Assuré par le Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant. L'on espère que cette session de formation aura servi à soutenir plus d'une femme en République démocratique du Congo. Nadia Poulenfouka pour le détail. Après avoir reçu les connaissances nécessaires sur la création, de la gestion et le développement d'une micro-entreprise, les femmes subventionnées par Coca-Cola Company ont clôturé le lundi la formation organisée grâce à l'appui du Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant, FONAFEN, une structure de l'État congolais qui milite pour l'épanouissement de la femme dans son rôle de mère de famille et des poumons de l'économie nationale. Nous pouvons lire et ressentir dans le regard de chaque femme
présente dans cette assemblée la joie et la fierté d'avoir participé ou contribué, fût-il modestement, à l'élaboration d'un monde meilleur où personne n'est laissé au bord de la route. L'initiative 5x20 a été pour elle d'un apport considérable. La ministre du Genre, Geneviève Inagossi, n'a pas voulu rater un seul instant cette activité qui a pu réunir en formation 1500 femmes dans le cadre du projet de la firme Coca-Cola 5x20. Chapeautée par les FONAFEN, cette activité a offert aux bénéficiaires une certaine manière de travailler comme ils ne faisaient jamais auparavant. Ce qui est très important, c'est d'abord cette formation-là et ensuite on leur a doté d'un peu de moyens en termes de chaises, de casiers de boissons sucrées pour qu'elles puissent commencer une activité. Je leur souhaite vraiment une très bonne chance pour qu'elles aillent de l'avant. Femmes autonomes, pays développé. La phase d'apprentissage est finie. Maintenant, place à la mise en pratique de toutes les leçons apprises pour davantage être indépendantes, chacune dans ses affaires. L'on a parlé de la femme et celle-ci fait penser à la famille et la situation d'hébergement des expulsés de Brazzaville va de mal en pis. Tenez, au stade Cardinal Malula, site leur réservé dans la commune de Kinshasa, les conditions hygiéniques ne sont pas réunies. Leur prise en charge par le gouvernement central n'est pas non plus au rendez-vous. Suivez ces commentaires. C'est dans des conditions difficiles, voire inhumaines, que vivent les expulsés de Brazzaville au stade Cardinal Malula, situé dans la commune de Kinshasa. Comme on peut s'en apercevoir, la cuisine s'est faite dans une crasse sans précédent. L'insuffisance de tentes les expose aux intempéries. Ils dorment sur des matelas en mauvais état. Ils n'ont pas de quoi se mettre sous la dent, si ce n'est que des petits pains qu'on leur apporte chaque matin. Cette expulsion de l'autre rive du fleuve Congo n'a pas épargné les femmes enceintes qui avaient déjà commencé leur consultation prénatale. Mais une fois à Kinshasa, elles ne savent à quel sein se vouer. La situation est tellement critique et déplorable qu'il faudrait que le gouvernement agisse le plus vite que possible avant que le pire n'arrive. C'est maintenant ou jamais que les autorités compétentes sont invitées à jouer pleinement leur rôle. Le général Célestin Kanyama de la police a organisé ce lundi 5 mai une parade générale au terrain Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. Plusieurs points ont été abordés, notamment la fin du moratoire accordé aux automobilistes dans la capitale Kinshasa, la salubrité à Kinshasa et la question des expulsés de Brazzaville. Patricia Bassoa, Paulin Kalamba, Damien Maoungou. Au cours de cette parade, le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa, Célestin Kanyama, a d'abord rappelé aux hommes en uniforme à faire preuve de discipline, qui est la mère des armées. Ensuite, il a mis un accent particulier sur l'assainissement de la ville et la lutte contre le tapage diurne et nocturne. À cette même occasion, le commissaire de la police nationale ville de Kinshasa a lancé un appel à tous les Congolais de Kinshasa expulsés de Brazzaville au respect de lois et de l'ordre public. En ce qui concerne la fin du moratoire accordé aux automobilistes par l'autorité urbaine de Kinshasa, un contrôle systématique s'effectuera dès ce mardi 6 mai sur des grandes artères de la ville pour s'assurer du respect des normes établies en matière de la circulation routière. Pour rappel, les chauffeurs et propriétaires de véhicules viennent d'épuiser le délai de 45 jours qui leur avait été accordé pour se mettre en ordre avec tous les documents exigés. Dur à l'ex, cède l'ex, dit-on. La loi est dure, mais c'est la loi. Car demain, les hors normes ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Madame Marie-Madeleine, je vous reprends encore une fois. Je voudrais savoir quelle serait votre approche à privilégier pour que la population soit aidée afin que celle-ci s'approprie le mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ok, il y a une importance à faire une collaboration sincère avec la société civile. Parce que c'est des organisations de base qui sont en contact direct avec la population. Et c'est seulement en consolidant cette collaboration que le message de l'accord cadre tel que nous l'avons, parce que nous avons suivi le processus, tel que nous l'avons, c'est ce message que nous sommes en train d'aller dire aux populations. C'est vrai, les populations sont lassées de voir que nous allons d'accord en accord. Mais tenez, nous pensons que l'accord cadre, par rapport aux 6 engagements
Et par rapport à sa mise en œuvre, tiendra compte de tous les cadres programmatiques qu'il y a eu avant et pour qu'ensemble nous puissions faire ressortir les critères de suivi. Ces critères viendront d'où? C'est la manière dont le peuple regarde la mise en œuvre de réformes. Comment est son appréciation? Il faut que le peuple se prononce. Ça avance ou ça n'avance pas? Comment faire pour que ça puisse avancer, pour que nous puissions ensemble dire « Ok, nous sommes en train de nous améliorer ». C'est vrai, on reconnaît, beaucoup d'efforts ont été faits sur beaucoup de réformes au niveau du gouvernement, mais ça ne se ressent pas encore. Et l'accord cadre vient vraiment à point nommé pour dire cette fois-ci ou jamais. D'accord. Entre-temps, je vous regarde encore. Le ministre délégué aux Finances a répondu aujourd'hui lundi 5 mai 2014 à la question orale avec débat, lui adressée au Sénat au sujet de l'ouverture de comptes bancaires dans certains établissements privés, dont Access Bank, mais à l'ajout de beaucoup d'autres préoccupations des élus sénateurs. Patrice Kitebi a sollicité et obtenu termes et délais pour revenir répondre aux préoccupations de sénateurs. Suivez ces commentaires de Patricia Amouli sous les images de Blaise Lunda. La République démocratique du Congo possède une banque nationale dans laquelle elle doit en principe loger tout le fonds du trésor public. Dans la pratique, c'est tout le contraire. Le gouvernement central, malgré la dilapidation, vol décrié dans certaines structures privées, a quand même ouvert plusieurs comptes pour y loger l'argent de l'État, notamment à Access Bank. Pourquoi la question orale avec débat à ces sujets au Sénat a mis au grand jour, lundi 5 mai, le problème de fonctionnement des banques commerciales basées en RDC, dont parfois la gestion frise l'opacité. La question fondamentale, est-ce que le ministère des Finances dispose des comptes dans les banques privées? C'est la question. Et le ministre nous a répondu qu'il y a plusieurs comptes qui sont ouverts dans les banques privées. Tels des élus intéressés par cette question de la gestion publique des avoirs de l'État, ils ont voulu en savoir un peu plus avec plusieurs autres préoccupations soulevées au ministre délégué aux Finances. Face à l'abondance des questions, Patrice Kitebi a sollicité et obtenu termes et délais. J'ai noté qu'il y a des zones d'ombre et des questions qui appellent des clarifications, notamment sur les critères. Je note aussi que le débat est plus profond et va bien au-delà des questions qui ont été soulevées par l'honorable sénateur Mongoulou. Et donc je voudrais, honorable président, avec votre autorisation, solliciter que nous puissions préparer des réponses extrêmement précises à des questions également précises pour pouvoir fixer l'opinion. Pays immense, la République démocratique du Congo, par ses dirigeants, mérite d'avoir des banques sûres et crédibles. Comme pour des dépôts, la Banque centrale du Congo, elle, devra, dans ses chapitres, jouer le rôle pilote en vue de préserver les intérêts de l'État. Restons dans les assemblées délibérantes pour parler de cette rencontre autour de M. l'abbé Bagaza. Les Congolais de tous bords qui portent à cœur la province de l'Équateur ont formulé le vœu de voir les pouvoirs de Kinshasa ordonner la réouverture de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Réunis dimanche à la 13e rue Limété, les uns et les autres, au sein de la structure Grand Équateur, ont rédit leur ambition de militer pour la paix. Suivez ce commentaire de Patricia Amouli. En réalité, de toutes les 11 assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, celle de l'Équateur bat le record des volets, des blocages en blocage. Pour l'instant, elle a été fermée par Kinshasa, qui en réalité n'en a pas légalement le droit. Rassemblés autour du Grand Équateur, les filles et fils de cette partie de la RDC, réunis autour de M. l'abbé Bagaza, envisagent mener des plaidoyers pour ouvrir cet organe délibérant et favoriser un fonctionnement harmonieux en vue de permettre la recherche de solutions aux nombreuses préoccupations socio-économiques de Congolais de cette entité administrative, hélas, en difficulté pour décoller. Le travail que le Grand Équateur est en train de battre pour arriver à un climat politique apaisé et un retour à une paix durable dans notre province. Les Congolais de partout intéressés à la province de l'Équateur sont appelés par cet appel à œuvrer la main dans la main pour changer positivement la vie dans ce coin de la République démocratique du Congo.
Le 5 mai de chaque année est dédié à l'un des plus beaux métiers du monde. Il s'agit du métier de sage-femme. Cette année 2014, le thème choisi a été la sage-femme change à la fois la famille et le monde. À cette occasion, l'UNFPA et l'Union des accoucheurs et accoucheuses du Congo ont organisé une marche de santé débutée au rond-point Mandela avec comme point de chute le ministère de la Santé dans la commune de Lagombe. Patricia Bassois. Bien que leur présence soit essentielle, beaucoup de femmes accouchent sans l'assistance des sages-femmes et se voient exposées au risque de mortalité de la mère et de l'enfant, et ce, pendant que les sages-femmes sont mises à l'ombre. De l'importance de cette marche. Des efforts concertés sont nécessaires pour pratiquer à plus grande échelle l'entame visant à former des sages-femmes et à doter d'autres professionnels de leur savoir-faire. Ces investissements sont essentiels afin d'accélérer les efforts faits pour améliorer la santé maternelle et atteindre OMD 5. Dans leur mémo, les sages-femmes réclament une autonomie afin d'obtenir certaines facilités indispensables dans l'exercice de leur travail, car certains hôpitaux de la place ignorent même l'utilité de cette catégorie du corps médical. La sage-femme est indispensable pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile au niveau de notre pays. Il nous a promis l'autonomisation de la profession sage-femme. Ainsi, le ministre de la Santé n'a pas tardé à reconnaître ce métier et à promettre un avenir meilleur pour les accoucheurs et accoucheuses du Congo. C'est donc dans un contexte d'amélioration du cadre de travail de la sage-femme qu'intervient la célébration de cette journée. En effet, sous le projet d'équipement des structures de santé, PES en sigle, les plateaux techniques de nombreuses maternités et de nombreux centres de santé et hôpitaux sont en train d'être revitalisés. Cette journée est une occasion pour beaucoup de découvrir ce métier de donneuse de vie afin de rendre hommage aux hommes et femmes qui le pratiquent et montrer leur importance au sein de la société. Des statistiques qui n'honorent pas, 3 femmes en République démocratique du Congo meurent toutes les 2 heures pour vouloir donner la vie. En vue de lutter contre cette mortalité maternelle, l'atelier organisé à ce sujet dans la commune de Mongafula autour du sujet lié à la quantification de produits de santé de la reproduction a été clôturé le week-end. Sylvain Kapombo Bosengele. 6 jours ont suffi aux 35 participants, dont 10 pharmaciens inspecteurs provinciaux, 13 cadres du niveau central, 10 représentants des partenaires de mise en œuvre des programmes de planification familiale et 2 facilitateurs de l'institution américaine pour réfléchir sur la quantification des produits de la santé de la reproduction en République démocratique du Congo. Il était question, au cours de cet atelier, de chercher à améliorer les niveaux de connaissances et de compréhension des participants en vue de trouver des solutions aux ruptures des stocks des 10 produits. La directrice du Programme national de santé de la reproduction a dans son mot confirmé que les objectifs ont été atteints. Et parmi les recommandations de l'atelier figure la mise sur pied d'un mécanisme de suivi des stocks pour la maîtrise des consommations des produits de planification familiale. Je crois que ça a été, tout le monde a beaucoup travaillé, nous avons eu dans la salle tous les acteurs principaux qui appuient le programme de PF. C'était vraiment une très bonne occasion pour avoir une vue globale sur les contributions de un et chacun dans le programme de planification familiale dans ce pays. Nous sommes satisfaits des enseignements reçus. Entre autres recommandations, nous avons proposé à ce que le programme puisse faire un état des lieux des différentes provinces tout en tenant compte des difficultés de chaque province. Les participants se sont dit satisfaits de la qualité des travaux. Ils ont estimé que de bonnes stratégies ont été trouvées pour ne pas connaître les problèmes de rupture des stocks de ces produits, surtout dans le Congo profond. Dans certaines maternités, il y a peut-être des couveuses, mais qui ne fonctionnent pas par manque d'énergie électrique. Aujourd'hui, au niveau des Lunikin, la construction de la 2e ligne pour le transport de l'énergie électrique Inga-Kinshasa a été au cœur de débat dans la faculté de Polytechnique. Suivez ces commentaires de Popol Ziakiaou et Don Momat. La 2e ligne électrique Inga-Kinshasa, tel est le thème de la conférence débat animée par l'administrateur délégué de la SNEL le samedi dernier à la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. Le vice-doyen de la recherche, professeur Beya, a saisi cette opportunité pour élargir la connaissance des étudiants. C'est important pour les étudiants, nos futurs ingénieurs,
qui sont parfois un peu perdus quand il s'agit de la pratique, mais là c'était une démonstration des genres de problèmes auxquels ils devront faire face quand ils seront sur le marché de l'emploi, ou une démonstration aussi des types de problèmes qu'ils pourront résoudre. Comme je l'ai dit, un ingénieur, ça réfléchit, ça met les systèmes en équation, ça les résout, ça fait des tests sur le terrain, et là c'était une information capitale pour eux, surtout que cette information est apportée par quelqu'un qui a une très grande expérience sur le plan pratique, et maintenant en tant que gestionnaire, vous avez vu qu'il est allé au-delà de la ligne à Kinshasa, en donnant tout un tas d'informations sur les divers projets qui sont menés par la SNEL. Je pense que c'était un élément d'une importance très capitale pour nous en tant que faculté, parce que nous comptons mieux travailler avec l'industrie, en particulier avec la SNEL désormais. La faculté polytechnique de l'université de Kinshasa souhaite vivement voir la SNEL confier à la faculté un certain nombre d'études, des tests ou d'analyses et réflexions diverses susceptibles de lui permettre de lier la théorie à la pratique. À l'international, selon les calendriers hébreux, la fête nationale d'Israël est commémorée aujourd'hui. À ce sujet, il faudra retenir que le comité ministériel pour le symbole et les cérémonies a décidé que la fête nationale de l'État d'Israël soit célébrée autour de la femme en 2014. C'est la présidente du comité, Limor Livnat, qui a proposé ce thème pour le 66e anniversaire de l'État d'Israël. Ainsi, les célébrations de Yom Ha'atzmaut 2014 mettront l'accent sur la contribution des femmes dans la science, la culture, l'économie, la sécurité, l'éducation, la société et l'environnement. De plus, les femmes allumeront les torches lors de la cérémonie officielle du gouvernement. Je reviens à vous pour terminer avec vous également, Madame Marie-Madeleine Andeka. Apparemment, toute la concentration se fait à Kinshasa, alors qu'il y a d'autres pays qui doivent eux aussi mettre en œuvre tout ce qui a été décidé au niveau d'Addis Abeba. Quel est l'effort qui est fait pour soumettre ces États, eux aussi, à se conformer à cette exigence? Ok, l'accord cadre d'Addis Abeba est un tout. Les souscriptions des pays de la CIRGL, les souscriptions de notre pays ne vont pas se mettre en œuvre d'une manière isolée. En ce qui concerne compris au niveau régional et ceux du niveau international, il est de notre devoir en tant que citoyens congolais d'avoir un regard ou voir si les engagements qui ont été pris à ce niveau sont en train d'être respectés. Merci Madame. Nous allons vous prendre au cours d'autres émissions plus élaborées. Je voulais, en passant, remercier le gouvernement par la voix du ministre du Plan qui ne ménage vraiment aucun effort pour associer la société civile à toutes les réflexions. Nous remercions aussi le MNS, les mécanismes de suivi, qui a compris l'importance du partenariat avec la société civile. Et je voudrais vous remercier pour m'avoir reçu dans votre journal. Merci Madame Marie-Madeleine Andeka et bon vent à vous. Merci à vous. Et entre-temps, on va compléter l'actualité avec l'apparition de journaux de ce jour dans une sélection et commentaires signés par Don Momat. Bienvenue à cette revue de presse. L'actualité en ce lundi 5 mai est largement dominée par le point de presse tenu hier au fleuve Congo par le secrétaire d'État américain John Kerry. La prospérité titre RDC, John Kerry encourage Kabila. Le secrétaire d'État américain a salué l'action de Joseph Kabila ainsi que le progrès réalisé en RD Congo. Il est revenu sur des questions de paix et de sécurité dans l'Est. Il a parlé également des réalisations économiques dont il a salué les travaux abattus, tout en rappelant spécialement l'importance du respect de la Constitution. Pour Forum des As, John Kerry reconnaît les avancées de Kabila. Rapportant le propos de l'émissaire d'Obama, le confrère note « L'héritage de Joseph Kabila est très important pour ces pays. Par rapport aux années antérieures, son bilan est satisfaisant, car il a pu gérer la problématique de la sécurité dans l'Est du pays. » John Kerry, renchéri Géopolis, a affirmé que son pays était engagé au-delà du retour de la paix
au rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Pour ce faire, il convient de faire vivre la démocratie et de renforcer la justice. Ces réformes, conclut le tabloïd, visent au finish le développement du pays. À propos de la démocratie, la référence plus note bouffée des sauvetages pour le processus électoral en RDC, les USA vident tout prétexte à la CENI. Plus rien, écrit le journal, ne pourra retarder l'organisation des élections dans les timings. Les USA ont annoncé, par les billets de son secrétaire d'État John Kerry, d'apporter une enveloppe supplémentaire de 30 millions de dollars à la CENI afin de soutenir la tenue des élections transparentes et crédibles en RDC. Les États-Unis s'engagent à soutenir le Congolais, leur gouvernement et d'autres bailleurs de fonds avec des décisions crédibles en temps opportun et en conformité avec la Constitution, a déclaré John Kerry, pour qui, dès l'avis du journal Le Guide, les dates du processus électoral doivent être fixées et définies le plus tôt possible. Il s'est dénoté, rappelle la République, qu'avant la rencontre avec la presse, le secrétaire d'État américain s'était entretenu avec les acteurs de la société civile, dont le président de la Commission électorale indépendante CENI et celui de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT. Fin de cette revue de presse. Mesdames et messieurs, c'est aussi la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.